Merci de votre présence à ce dernier cours donc, de l'année 2012, consacré au cerveau bayésien, cerveau statisticien. Et dans le cours d'aujourd'hui, nous allons enrichir encore notre boîte à outils théorique. Nous avons vu dans les cours précédents que la perspective bayésienne donnait un cadre qui permettait d'interpréter un grand nombre d'idées et de réinterpréter un grand nombre d'idées en sciences cognitives, notamment la question de l'induction, la question de la combinaison des contraintes, la combinaison de contraintes qui conduit par exemple à percevoir différemment lorsqu'on dispose d'entrées multimodales, tactiles et visuelles. Nous avions vu la théorie qui permet de rendre compte de la manière dont nous intégrons des a priori avec les entrées sensorielles du monde extérieur, la fonction de gain qui nous permet de modéliser dans certaines conditions la prise de décision et l'action. Et finalement, aujourd'hui, donc, un dernier outil dans cette boîte à outils théorique, c'est la notion du cerveau comme système prédictif. Dans les cours précédents, nous avions vu que l'hypothèse du cerveau bayésien suggère que notre cerveau, à partir des entrées sensorielles, induit un modèle interne du monde extérieur. Et jusqu'à présent, on était plutôt dans une perspective qu'on dirait en anglais bottom-up, du bas vers le haut. Partant des entrées sensorielles, nous pouvons tirer des inférences de plus en plus haut niveau sur le monde extérieur. Et donc, on pourrait dire que nous avons une sorte de petit Thomas Bayes dans la tête qui regarde les entrées du monde extérieur, qui analyse progressivement ces images qui nous parviennent, par exemple dans la médiation visuelle, qui en détectent la présence de traits particuliers et qui infèrent progressivement un modèle de ce que nous voyons. Eh bien, aujourd'hui, nous allons essayer de renverser un petit peu cette perspective qui est beaucoup trop réductrice et évidemment arriver à cette idée très simple qui est que ce modèle interne, à son tour, permet de générer des anticipations sur le monde extérieur et d'anticiper quelles vont être nos entrées sensorielles. Et ce concept d'anticipation est donc un des éléments essentiels du cours d'aujourd'hui. Et le deuxième, c'est donc par le biais de ces connexions descendantes. Et le deuxième va être le concept de surprise ou d'erreur de prédiction, lorsque notre cerveau nous conduit à faire une prédiction sur le monde extérieur et que cette prédiction s'avère violée. Si par exemple ici vous regardez cette image, c'est un exemple très classique, vous avez une prédiction sur la manière dont ce visage doit se comporter. Et lorsqu'on retourne l'image, évidemment, cette prédiction est tout à fait violée. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on s'attendait à voir. Donc, un certain nombre d'illusions visuelles, mais aussi d'effets d'électrophysiologie vont être bien capturés par cette notion d'une prédiction descendante. Alors, il faut donc remplacer notre Thomas Bayes par une sorte de devin ou de mage prédictif. Alors, cette idée que le cerveau n'est pas un dispositif passif d'entrée-sortie, mais un système actif qui est capable de générer des prédictions et d'en vérifier la validité, a bien entendu une très longue histoire, à la fois dans le domaine de l'éthologie, de la psychologie et des neurosciences. On peut citer quelques exemples historiques. Le concept de copie efférente, c'est-à-dire que lorsque nous faisons une action, nous envoyons une copie des prédictions de cette action qui vont biaiser nos entrées sensorielles, c'est une idée qui date de Helmholtz, qui avait observé ce phénomène très classique que lorsque vous tapez sur votre œil, vous voyez le monde bouger, alors qu'évidemment, lorsque vous bougez vos yeux, le monde extérieur n'a pas l'air de bouger. Donc, lorsque nous bougeons les yeux, Helmholtz avait inféré qu'il y a une copie qui est envoyée de l'action et qui permet d'en compenser les effets sur le monde extérieur et de stabiliser le monde extérieur. D'autres chercheurs, plus récemment, ont introduit la notion d'un système de critique interne qui anticipe sur les renforcements, les récompenses que nous pouvons recevoir du monde extérieur. Et Schulz, en particulier, a montré qu'effectivement, les neurones dopaminergiques se comportaient, dans certaines limites, comme des systèmes de prédiction de la récompense. C'est-à-dire qu'avant même que nous recevions une récompense du monde extérieur, nos neurones déchargent parce qu'ils prédisent que nous allons la recevoir. Et lorsque la récompense arrive, si elle est exactement comme prévu, les neurones ne déchargent pas du tout, et c'est seulement lorsque la récompense s'écarte de ce qui était prévu qu'il va y avoir une décharge neuronale, et donc la décharge neuronale signalerait l'erreur de prédiction. C'est un concept qui a été introduit dans ces travaux de Schulz, et qui joue un rôle computationnel très important. Puisque nous n'avons pas besoin d'attendre la récompense, nous pouvons l'anticiper.
Vous voyez que c'est un concept extrêmement général, cette notion d'un cerveau prédictif, et on peut comprendre pourquoi, parce qu'évidemment, il y a de nombreux avantages à avoir un système qui est capable d'anticiper sur le monde extérieur. J'ai essayé de lister sur cette diapositive quelques-uns des avantages, mais je pense qu'on peut commencer par dire que notre cerveau, je sais bien que ça n'est pas tout à fait à la mode de dire ça, mais notre cerveau est une sorte de trader, et la monnaie qu'il utilise, c'est la monnaie de l'information, évidemment. Donc l'échange d'informations et l'échange prédictif d'informations va jouer un rôle essentiel dans finalement notre capacité de survivre, et donc on peut voir toutes sortes d'avantages à ce système prédictif. Premier avantage, gagner du temps. C'est évident que si nous avons une prédiction, nous avons l'information à l'avance, parfois même avant même qu'elle atteigne nos récepteurs sensoriels. C'est le cas de cette récompense anticipée. On est informé, le reste du cerveau va être informé de l'imminence d'une récompense avant même qu'elle survienne. C'est un avantage évolutif. Deuxième avantage potentiel, nous pouvons filtrer nos entrées. Si nous avons un modèle interne qui se déroule en permanence du monde extérieur et qui anticipe sur les entrées sensorielles, eh bien, il se peut très bien que ces entrées soient manquantes, qui est par exemple un moment où il y a du bruit dans le monde extérieur, qui nous empêche de percevoir le monde extérieur, peut-être quelque chose d'aussi simple que le fait que, par exemple, à certains moments, nous fermons les paupières, nous n'en percevons pas, hein, nous n'avons aucune conscience de cela. Bon, les entrées sont absentes, nous pouvons utiliser un modèle interne qui fait des prédictions pour restaurer les entrées manquantes de notre système. Troisième intérêt, simplifier l'architecture du système et le traitement des données. Si certaines données sont parfaitement anticipables, eh bien, il n'y a pas besoin de les coder du tout. Et donc, il est tout à fait possible que certains de nos circuits cérébraux aient évolué pour comprimer les données et ne transmettre que ce qui n'est pas prédit. Et c'est cette notion d'erreur de prédiction, c'est l'idée que d'une aire corticale à l'autre vont s'échanger des messages d'erreur, mais pas des messages qui sont finalement totalement prévisibles. Ce n'est pas la peine de consacrer des ressources à l'échange de messages qui sont prévisibles. Et donc, il y a une idée, ça pourrait démarrer tout à fait depuis la rétine, que la rétine, déjà, est un système de compression des données qui élimine tout ce qui est prévisible et qui ne transmet, par le biais de cette ressource qui est le nerf optique, qui est une ressource extrêmement précieuse, que, finalement, des potentiels d'action qui codent pour des choses qui ne peuvent pas être prédites ou comprimées. Quatrième idée, tirer des inférences optimales. On a vu que le cerveau bayésien essaye de maximiser la vraisemblance d'un modèle des entrées sensorielles. Donc, à partir des entrées, il essaye de trouver l'hypothèse qui maximise la vraisemblance. Eh bien, dans certains algorithmes, maximiser la vraisemblance, ça consiste à minimiser l'erreur de prédiction sur les entrées E. Tout simplement une réécriture mathématique de la même chose. Et maximiser la vraisemblance va consister à essayer de capturer les entrées sensorielles, d'avoir une erreur de prédiction minimale. Dans ces algorithmes, il peut être naturel donc de coder l'erreur de prédiction. Alors ça, c'est une idée qui a été introduite par Mumford en 1992, reprise par Rao et Ballard en 1999, et plus récemment par Carl Friston en 2005. Alors, Carl Friston était venu ici au Collège de France nous exposer ses idées. Je pense que vous retrouverez sur le site internet ses diapositives et ses exposés. Il en avait donné 3 successifs. Donc je ne vais pas rentrer dans un trop grand détail de la théorie de Carl Friston, mais simplement vous en présenter les grandes lignes en une diapositive. Et puis vous retrouverez aussi dans le cours une deuxième diapositive, mais que j'omets par simplicité. Les idées dont nous avons discuté au cours précédent, c'est que nos sensations sont générées du haut vers le bas par un réseau complexe et hiérarchique de causes. J'avais montré cette diapositive où l'illumination de la scène, combinée avec le type d'objet qui s'y trouve, leur réflectance, etc., se traduit dans les traits perceptifs que nous pouvons percevoir au niveau de la rétine, la couleur, la luminance, etc. Eh bien, donc notre cortex, on l'a dit, cherche à inverser ce modèle. Il reçoit des entrées sensorielles et il cherche à remonter vers les causes cachées de nos sensations à tous les niveaux. La formalisation de ce problème incite, si l'on regarde les algorithmes qui sont disponibles pour résoudre ce problème, incite d'abord à dire chacune de ces causes cachées du comportement, il est relativement naturel de lui assigner un système spécifique de codage, et donc peut-être chaque niveau d'inférence causale correspond à une aire corticale bien particulière. Et deuxièmement, un algorithme bidirectionnel d'échange, de passation de messages
est approprié pour résoudre ce type de problème. Il existe un algorithme, en particulier Friston parle beaucoup d'un algorithme qui s'appelle l'algorithme EM, Expectation Maximization. Les informaticiens pourront regarder, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant de réfléchir à la possibilité que l'algorithme EM soit implémenté dans le cerveau. Ce sont des algorithmes qui vont échanger des signaux d'erreur et des signaux prédictifs pour essayer de résoudre ce problème bayésien difficile. Alors, Carl Friston nous propose une implémentation tout à fait précise dans un contexte qui est celui de modèles prédictifs gaussiens de cet échange de messages bidirectionnels. Regardons ce schéma donc, qui nous est proposé par Carl Friston. Ici, chaque système représenterait une aire corticale composée de colonnes de cortex. Et le grand intérêt de la proposition de Friston, c'est de nous proposer une interprétation du rôle des couches corticales, ou en tout cas de certaines d'entre elles. Son idée, c'est qu'il y a une spécialisation, que les connexions entre les couches ainsi que l'organisation en couches elle-même sont liées à l'algorithme bayésien qui est utilisé par le cerveau. Et donc différentes aires corticales correspondent à cette hiérarchie des causes que nous essayons d'inférer. Donc première idée, les neurones des couches inférieures, ceux qui sont marqués phi ici, les neurones pyramidaux des couches inférieures, implémentent la représentation des causes cachées des comportements. Chacun d'entre eux, dans chaque aire corticale, correspond à une assemblée de neurones qui va coder pour les différentes hypothèses possibles sur les causes cachées du comportement à chacun des niveaux. Quel est l'objet? Quelle est l'illumination? Quel est le mouvement? Etc. Deuxième hypothèse intéressante, les connexions descendantes. Donc ici, vous avez l'entrée sensorielle et la hiérarchie des aires corticales. Eh bien, les connexions descendantes implémentent le modèle prédictif. C'est une idée qui n'est pas complètement naturelle au départ, mais qui le devient lorsqu'on voit la théorie tout entière. C'est donc que ce qu'on appelle le forward model, celui qui permet de partir des causes les plus élevées pour descendre jusqu'à nos sensations, eh bien, est implémenté par les connexions descendantes dans le cortex. Donc, par exemple, si on prend ces connexions ici, elles nous disent que ces causes au niveau 2 servent à prédire les entrées du niveau 1. Le niveau n est prédit sur la base des connaissances au niveau n plus 1. Il y a un échange de messages et les connexions descendantes communiquent la prédiction qui est faite à partir du niveau n plus 1 sur le niveau n. Et alors dans le sens inverse, les connexions ascendantes que l'on voit ici en pointillé et qui sont issues des couches supérieures du cortex transmettent l'erreur de prédiction. Vous voyez que si on regarde le petit circuit ici, il y a les entrées sensorielles, les prédictions descendantes. L'hypothèse de Friston, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a le calcul d'une soustraction ici. On rentrera dans le détail d'une implémentation possible tout à l'heure. Et que cette soustraction se traduit en une erreur de prédiction, le décalage entre les entrées sensorielles et ce qui était prédit. Et ce qui monte à l'aire corticale suivante, c'est l'erreur de prédiction. Et puis, on continue le processus. Je ne rentre pas du tout dans le détail, mais il est possible de dériver la forme exacte de ces calculs qui seraient faits en chacun de ces points sur la base du problème mathématique que le cerveau cherche à résoudre, ce problème d'optimisation de l'inférence bayésienne. Et je passe sur une théorie beaucoup plus large qui est proposée par Carl Friston, mais si certains d'entre vous apprécient la physique statistique et les mathématiques, Carl Friston propose une théorie beaucoup plus large, ce qu'il appelle la minimisation de l'énergie libre, qui est un cadre théorique tout à fait général dans lequel s'inscrit cet algorithme d'optimisation. Donc il y a une idée extrêmement large d'un principe d'optimisation par tous les organismes vivants et qui ferait que, implicitement, ils sont en train de résoudre un problème bayésien, ils sont en train de chercher les causes cachées de leurs entrées sensorielles pour essayer de minimiser la surprise. Minimiser la surprise, minimiser l'erreur de prédiction. Le cadre fristonien est extrêmement intéressant parce qu'il fait des prédictions mathématiques précises, et notamment donc, cette notion d'une erreur de prédiction. La principale prédiction de ce cadre, c'est que les cellules codent pour l'erreur de prédiction et non pas directement pour les entrées du monde extérieur. Les signaux qui montent dans le cortex ne sont pas juste des signaux sensoriels, ce sont des signaux sensoriels desquels on a soustrait ce qui pouvait être prédit à ce niveau-là. Et on arrive à cette idée que s'il y avait une prédiction parfaite des entrées du monde extérieur, eh bien, il n'y aurait pas de transmission du tout. On aurait un système à l'équilibre dans lequel il y a une prédiction convenable et donc pas nécessité de considérer les entrées sensorielles à un moment donné. Et dès qu'il y a une erreur,
évidemment, elle va se traduire par la montée des signaux dans le système, et chacun de ces niveaux va essayer de rendre compte, à son tour, de la propagation de ces signaux d'erreur. Donc ça, c'est un des aspects, disons, très intéressants de cette boîte à outils théorique qui nous est proposée par Carl Friston et avant lui par Munford et d'autres. Erreur de prédiction. Il y a encore beaucoup d'autres choses, et je vous incite à lire cet article de Friston en 2005, même s'il n'est pas facile à lire. Il y a aussi une revue en 2010 dans Nature Reviews in Neuroscience qui est assez claire. On voit qu'il y a des prédictions à beaucoup d'autres niveaux. Et en particulier, j'ai été frappé de voir que si l'on regarde par exemple comment le système à plus long terme doit adapter les poids de ses connexions, poids qui sont supposés statiques lors d'un acte de perception, mais qui peuvent changer au fil d'une échelle de temps beaucoup plus grande, eh bien, les équations fristoniennes prédisent la règle de Hebb, qui est une règle tout à fait classique pour l'apprentissage. Donc on peut prédire, pour la première fois, l'existence de certaines règles d'apprentissage sur la base d'un très grand principe qui est la minimisation de la surprise, la minimisation de l'erreur de prédiction. Alors, qu'est-ce que ça prédit en pratique ? Dans ce cours d'aujourd'hui, je voudrais surtout m'intéresser aux observations empiriques et la manière dont elles peuvent tomber dans l'escarcelle, finalement, de ce modèle du codage prédictif. Alors, un phénomène qui est très bien capturé, qui correspond tout à fait à ces idées de codage prédictif, c'est ce qu'on appelle la mismatch négativité, la négativité à l'erreur auditive, qui est un phénomène extrêmement classique, étudié depuis une trentaine d'années, qui est qu'après la présentation de plusieurs sons, lorsque vous écoutez plusieurs fois le même son, eh bien, la présentation d'un son déviant, qui a une fréquence distincte, va évoquer une réponse cérébrale à la nouveauté qu'on a appelée donc MMN ou mismatch négativité. Alors, je ne pense pas que vous voyez très bien ce qui se passe ici. J'ai emprunté cette diapositive donc, à l'un des travaux de Carl Friston, ses collaborateurs, et Garrido. On voit tout simplement cette réponse caractéristique. Vous présentez des sons régulièrement. La plupart sont des standards, évoquent cette petite réponse ici. Certains sont des déviants qui ont une fréquence inattendue, qui n'est pas la même que celle des standards. Et vous voyez que les déviants, après un certain temps, vers 100 millisecondes, évoquent une réponse tout à fait caractéristique qui se traduit à la surface du scalp par une très grosse négativité, particulièrement en avant de la tête ici. Mismatch négativité. Friston et ses collaborateurs se sont emparés de cette observation parce qu'effectivement, elle cadre tout à fait avec le cadre théorique. On a l'impression ici que le cerveau a réalisé une prédiction sur la base du contexte passé et que ce qui s'écarte de la prédiction est codé activement sous forme d'un potentiel évoqué. Et si les idées sont justes, ce sont des idées très puissantes, ça veut dire qu'un potentiel évoqué comme celui-là n'est pas juste un vague index d'un traitement cognitif, c'est une mesure quantitative de la différence entre un signal entrant et sa prédiction. Donc, on a cette hypothèse très forte qu'il y a un aspect quantitatif dans les potentiels évoqués, qui est là aussi une emphase un petit peu nouvelle. Alors, en fait, il y a beaucoup de réponses cérébrales qui sont évoquées par des stimuli inattendus à de nombreux niveaux, qui ressemblent un tout petit peu à cette mismatch négativité, qui est un phénomène relativement simple, mais qui suggère donc que peut-être cette hypothèse d'un système prédictif à plusieurs niveaux successifs dans le cortex a une certaine validité. D'abord, la mismatch négativité elle-même existe à toutes sortes de niveaux. Vous pouvez avoir une mismatch négativité pour la fréquence d'un son, comme je viens de vous le dire, c'est le plus simple, mais vous pouvez également changer la durée, vous pouvez changer la voyelle s'il s'agit ou la consonne, la syllabe s'il s'agit de stimuli linguistiques, vous pouvez changer la voix, et chacun de ces changements va entraîner sa propre mismatch négativité avec des topographies un tout petit peu différentes dans des aires différentes. Et puis, à des plus hauts niveaux, alors d'abord, si on change de modalité sensorielle, dans la modalité visuelle ou tactile, nous allons également observer des effets d'erreur de prédiction. Et à plus haut niveau, des effets grammaticaux, des effets sémantiques, comme la N400, le fait de recevoir un mot inattendu à la fin d'une phrase, des effets de surprise plus générale, comme la P3A et la P3B, peuvent peut-être s'interpréter dans ce cadre théorique. Il va donc falloir revisiter chacune de ces ondes, chacun de ces potentiels évoqués, en regardant si il ne correspondrait pas à une réponse de surprise, un décalage entre ce qui rentre et ce qu'on pouvait prédire auparavant, mais parfois à des niveaux très élevés. Lorsqu'il s'agit de la N400, il s'agit d'une onde qui est indépendante de la modalité particulière, visuelle, auditive, et qui dépend des relations sémantiques entre les stimuli. Il y a d'autres phénomènes qui peuvent tomber peut-être dans l'escarcelle donc de ce modèle du codage prédictif, et l'un d'entre eux, c'est ce qu'on a appelé repetition suppression, le fait que lorsqu'on répète 2 fois la même image,
parfois avec un certain intervalle de temps, eh bien la deuxième présentation évoque une activation cérébrale plus faible que la première. C'est un phénomène qu'on a beaucoup utilisé dans les années passées, mais sans toujours s'interroger sur la raison profonde pour laquelle le cerveau a une réponse plus petite la deuxième fois que la première. Et dans des travaux relativement récents, eh bien, les chercheurs se sont penchés sur le fait de savoir si ces phénomènes ne pouvaient pas finalement correspondre tous à des erreurs de prédiction. Alors il y a un débat, parce que, au moins pour la repetition suppression, mais également pour la mismatch négativité, ce qui a été proposé, c'était au départ qu'il s'agit simplement d'une forme d'habituation. Que le cerveau se fatiguerait en quelque sorte, s'habituerait, il y aurait des mécanismes très largement passifs qui feraient que la deuxième fois qu'un circuit est traversé, eh bien l'activation est moins forte que la première. Et ça serait la simple explication du fait qu'on a une réduction de l'activité la deuxième fois par rapport à la première. Si le modèle prédictif est correct, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une vraie prédiction qui est générée, qui est rendue possible par la première observation et qui se soustrait des activations suivantes. Alors comment aborder ce dilemme, cette alternative? Eh bien, en fait, on est en train récemment de faire des observations qui sont tout à fait compatibles avec l'idée d'un codage prédictif et vont contre cette idée d'une habituation. Je vais vous en montrer quelques-uns. Je vous donne les idées clés d'abord. Première observation, une réponse auditive, ça c'est une observation ancienne déjà d'il y a 20-25 ans, hein. Une réponse auditive peut être évoquée par l'absence d'un son. Ça c'est tout à fait extraordinaire. Vous omettez un son qui est attendu et vous observez que le cerveau a une décharge particulière, une réponse à l'omission. On va voir que les caractéristiques de cette réponse à l'omission sont compatibles avec l'idée qu'il s'agit d'une prédiction qui n'a pas été remplie. Deuxième observation importante, c'est que la mismatch négativité, ces réponses donc de nouveautés, ne sont pas du tout nécessairement évoquées par la répétition, mais peuvent être aussi évoquées dans un contexte où c'est l'alternance qui est attendue. Donc dans un paradigme, par exemple, qui a été publié par Horvath et Winkler en 2004, les sons alternent. Vous avez le son A, le son B, le son A, le son B, le son A, le son B. Et dans ce cas-là, c'est lorsque vous répétez le même son, vous avez A suivi de A, que vous observez une mismatch négativité. Alors on voit bien dans ce cas-là que ça ne peut pas être un modèle simple d'habituation, puisque c'est la répétition qui entraîne une réponse plus grande. Et de la même manière, pour ce qui est de la repetition suppression, Chris Summerfield et ses collègues viennent de montrer il y a quelques années que ce phénomène, donc, qui est qu'on a pris l'habitude de penser être un acquis en quelque sorte dans le cerveau, qui est que la deuxième présentation d'une image est plus petite que la première, évoque une activation plus petite que la première, eh bien ce phénomène-là est fortement modulé par les attentes du sujet. Et en fait, si le sujet s'attend à ce que les stimuli alternent et que les répétitions sont très rares, eh bien on va voir une quasi-disparition de l'effet de repetition suppression. Voilà. C'est la répétition qui commence à constituer un événement surprenant. Alors, il se peut, bien entendu, que le cerveau est une sorte d'hypothèse par défaut, un a priori, qui est que les événements ont tendance à durer, et donc que la répétition est un a priori favorable. Mais lorsque toute l'évidence dans une expérience montre que c'est l'alternance qui est prévisible, que les images vont alterner ou que les sons vont alterner, eh bien à ce moment-là, c'est la répétition qui devient surprenante, et ces phénomènes de repetition suppression ou de mismatch négativité disparaissent, sont remplacés par des mismatch négativités à la répétition. Alors, on va voir quelques exemples. Premier exemple, un article très récent de Todorovic et collaborateurs avec Floris Delange au Donders Institute en Hollande, qui montre que même dans un contexte d'une extraordinaire simplicité où il y a un son versus deux sons, eh bien c'est que ce codage prédictif joue un rôle fondamental. Donc l'expérience est ultra simple, vous allez entendre soit un son, soit deux sons. C'est le même son à une fréquence de 1000 Hz qui dure 5 millisecondes, séparé donc, lorsqu'il y en a deux, de 500 millisecondes. La seule astuce, c'est qu'il y a deux blocs expérimentaux, et dans un bloc, la paire est présentée 75% du temps et le son unique 25% du temps, et dans l'autre bloc, c'est l'inverse. Donc dans un cas, vous vous attendez, d'une certaine manière, ce qui est plus probable, c'est d'entendre des paires, dans l'autre cas, ce qui est plus probable, c'est d'entendre des sons uniques. Cette manipulation n'a rien à voir avec ce que fait le sujet, puisque le sujet détecte de rares déviants qui sont d'une fréquence différente de 1200 Hz. Donc sa tâche est extraordinairement facile, et il se contente de cliquer lorsqu'il a un son à 1200 Hz, tout le reste est non pertinent.
Néanmoins, on va voir que le cerveau code la nouveauté et l'erreur de prédiction dans cette situation. Donc, ce que vous pouvez faire dans cette situation, c'est comparer les réponses évoquées par le même stimulus, suivant qu'il est anticipé ou pas. Donc ici, sur cette diapositive, vous avez les réponses à deux stimuli. Donc il y a toujours deux stimuli qui sont présentés, le premier, le deuxième, le premier, le deuxième. Mais ici, dans la première colonne, vous êtes dans le contexte où la répétition est attendue, dans le bloc où ce sont les paires qui sont fréquentes, et ici, vous êtes dans le bloc où la répétition est inattendue. Vous voyez immédiatement que la première réponse est essentiellement la même. Ici, il s'agit d'un codage en fréquence. Donc on voit la puissance évoquée dans différentes bandes de fréquences. Ici, ça va de 40 à 140 Hz, et ici, je pense, de 5 à 35 Hz. Bien. Vous voyez qu'il y a une réponse évoquée à la fois dans les basses fréquences et dans les hautes fréquences par le premier stimulus, mais lorsque les paires sont attendues, la deuxième réponse est beaucoup plus difficile à détecter. Elle existe encore un petit peu dans les hautes fréquences. Par contre, lorsque la même paire, le même stimulus physique est inattendu parce que vous êtes dans un bloc où vous attendez 75% d'essais où il n'y a que le premier son, eh bien vous voyez que le deuxième son évoque une activation beaucoup plus intense et donc ça crée cette différence très importante et très significative ici. Et plus intéressant encore, évidemment, c'est l'inverse. Vous présentez un seul son, mais le cerveau du sujet s'attend à en entendre soit un, donc c'est ce qu'il appelle omission attendue ici, vous attendez à ce qu'il n'y ait pas de second son, versus omission inattendue. Et vous voyez ici très nettement ce que je vous disais, aussi bien dans les potentiels évoqués que dans cette représentation en temps-fréquence ici, c'est que l'absence d'un son que nous attendions, parce qu'on est dans un contexte où les paires sont fréquentes, eh bien, se traduit par une très intense reprise de l'activité dans le cortex auditif, mesurée ici en meg, et qui s'accompagne donc d'un très intense burst d'activité dans les hautes fréquences gamma. Donc, une expérience extraordinairement simple. C'est juste un exemple, parce qu'il y a d'autres expériences de ce même type, mais pour vous montrer que même dans cette situation, même quand ce n'est pas pertinent, eh bien, il semble bien que notre cortex auditif génère des prédictions et code si elles sont violées ou pas. Et certains de ces paradigmes sont utilisés parfois en psychiatrie. On pense que ce sont des paradigmes d'une extraordinaire simplicité qui capturent simplement le codage perceptif. Et on voit que même dans le codage perceptif, ici, il y a beaucoup plus d'intelligence et de prédiction, finalement, que ce à quoi on s'attendait au départ. Je prendrai les questions à la fin, s'il vous plaît. Alors, deuxième exemple, là aussi très récent, il vient de sortir dans PNAS en 2011, un article qui regarde exactement une situation très similaire dans le cortex visuel, mais cette fois-ci avec des enregistrements neuronaux chez le singe, et donc on a accès à un vrai codage de population, et on va voir comment les neurones eux-mêmes, au niveau de leur décharge, traduisent des prédictions. Donc, vous savez que les neurones du cortex inférotemporal répondent à des images, même lorsqu'il s'agit de présenter simplement des images passivement à un singe éveillé. Et ici, donc, l'expérience consiste à présenter 12 images que vous voyez sur les côtés et à regarder les réponses neuronales à ces 12 images. Simplement, le singe a été habitué à ce que ces images soient présentées en paires. Donc, il y a toujours l'image A en premier, l'une des images A en premier et l'une des images B en second. Et vous voyez la matrice de transition ici. Ce qui veut dire que lorsque l'image A est présentée, il est très probable, si l'image A1 est présentée, que l'image B1 soit présentée. Si l'image A2 est présentée, c'est l'image B2 qui va suivre. Il y a donc des paires qui sont très probables, qui sont arbitraires, c'est tout à fait à parier de façon arbitraire. Mais le singe, au fil des essais, a implicitement appris qu'il y a des paires qui sont présentées. Et puis vous voyez qu'il y a des violations de ces paires, puisque de temps en temps, avec une probabilité faible, eh bien, il se peut que B1 suive A2, par exemple, ou suive A3, ou suive A4. On va donc regarder la réponse neuronale à une image comme B1, ici, en fonction de sa prévisibilité. Alors, vous savez donc qu'il y a des décharges neuronales extrêmement reproductibles à certaines images préférées dans le cortex temporal. Et donc ici, vous voyez la réponse moyenne des neurones aux images en fonction de la prédictibilité de l'image B. Donc, vous avez l'image A, 500 millisecondes plus tard l'image B. Vous avez la réponse à la même image B, en moyenne, qui est une image qui fait décharger le neurone. Et vous voyez que, suivant qu'elle est précédée ou pas d'une autre image qui permet de l'anticiper, eh bien les réponses changent du tout au tout.
vous avez une très forte décharge neuronale lorsque l'image B n'est pas prédite, vous avez une décharge neuronale extrêmement réduite lorsque l'image B est prédite. Ceci alors que la décharge neuronale moyenne ici pour l'image A est virtuellement la même. Donc, un très fort effet de prédiction dans les décharges neuronales directement dans le cortex inférotemporal. Il est important de voir que cet effet se trouve dès le début ici. C'est un point intéressant. Vous voyez que la réduction, elle opère pratiquement dès le début de la décharge neuronale. Je reviendrai là-dessus. Mais c'est un point intéressant parce qu'on aurait pu penser dans un modèle classique de traitement de l'information qu'il faut d'abord reconnaître l'image, la traiter dans la hiérarchie des aires visuelles, et finalement, peut-être, il y avait des modèles qui étaient proposés comme ça il y a une vingtaine d'années, on arrive jusqu'à l'hippocampe, et au niveau de l'hippocampe, on peut reconnaître qu'il s'agit d'une image nouvelle, non prédite. Mais ça suggérait qu'il y ait toute une série d'étapes successives avant qu'on puisse déterminer la nouveauté. Et ici, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Très rapidement, dès le départ, l'image qui n'est pas prédite reçoit un surcroît de décharge neuronale. La vitesse avec laquelle cet effet survient est compatible avec cette notion d'encodage prédictif. C'est-à-dire qu'il a fallu avoir une prédiction, et c'est le décalage avec la prédiction qui est immédiatement détecté. Alors, ce que nous montre cette magnifique courbe ici, c'est que cet effet est strictement proportionnel aux décharges neuronales évoquées au départ par l'image B. Donc ici, on a les décharges des neurones avec les 6 images possibles qui ont été mises en ordre depuis celle qui fait décharger le neurone le plus jusqu'à celle qui fait décharger le neurone le moins. Et alors ici, vous avez la réponse à l'image non prédite, et ici, la réponse à l'image prédite. Vous voyez qu'on peut tracer une ligne à travers ces points. Vraiment, le fit est pratiquement parfait ici, ce qui signifie qu'il y a une constante de proportionnalité. La prédiction conduit à diviser le taux de décharge des neurones. C'est une contrainte sur les modèles. Je n'ai pas vu pour l'instant qu'elle soit parfaitement prise en compte par les modèles existants, mais c'est une contrainte très forte ici de ces nouvelles données. Donc un effet divisif de la prédiction. Il y a aussi des analyses intéressantes dans cet article, je ne vais pas les présenter en détail, mais qui montrent que l'information qui est présente dans le décharge de neurones est plus importante lorsque l'image n'était pas prédite que lorsqu'elle a été prédite. Donc il y a vraiment un aspect dans lequel le décodage est possible avec un meilleur taux de réussite lorsque l'image n'est pas prédite, il y a plus d'informations dans le train de décharge des neurones. Alors, il y a d'autres analyses qui concernent donc la temporalité des réponses ici, qui sont intéressantes. Ici, toutes les réponses ont été normalisées, donc on ne regarde plus la hauteur des réponses, mais on va regarder à quel moment elles surviennent dans le temps. Et la première chose que vous pouvez voir, c'est que la courbe en noir correspond à la présentation de l'image A, la première image, par rapport au moment où elle est apparue sur l'écran. Les autres courbes correspondent à la présentation de l'image 2, et vous voyez l'image B, et vous voyez que, de façon un petit peu surprenante, ici, pour moi en tout cas, il y a un gros effet de cette variable très simple. La deuxième image conduit à une réponse beaucoup plus lente. Il n'y a pas d'explication extrêmement claire pour l'instant de ce phénomène, mais il pourrait s'agir d'un phénomène de compétition, c'est-à-dire que le réseau est déjà en train de coder pour l'image A, et l'arrivée d'une image B demande de remplacer le code pour l'image A par un code pour l'image B, et donc il y a un ralentissement ici. Peut-être c'est un effet compétitif. En tout cas, vous voyez que c'est un effet très fort. Maintenant, si on regarde que les réponses à la deuxième image, qui sont en couleur ici, on voit différents phénomènes. D'abord, l'image qui est prédite, qui est en rose ici, est légèrement accélérée. Les décharges neuronales s'accélèrent parce que l'image est prédite. La décharge vient un petit peu plus tôt. Et ceci, donc, vous voyez, dès le tout début de ces décharges neuronales qui surviennent vers 100 millisecondes, un petit peu plus tard. Donc c'est un effet très précoce. Deuxième chose, l'effet de surprise qui a été présenté ici, c'est la différence entre la prédiction et la non-prédiction, qui est en orange, là, sur votre écran, eh bien, survient pratiquement avec la même temporalité que la réponse à l'image non prédite. Donc la génération de l'effet de surprise est essentiellement instantanée, et comme je l'ai dit, cette observation n'est pas compatible avec un traitement sériel de l'information, elle semble absolument nécessiter un codage prédictif. Dernière chose qui est très intéressante sur cette expérience, c'est qu'on peut tester l'hypothèse alternative d'une habituation ou d'une adaptation du neurone. Est-ce que tout ceci pourrait être dû simplement au fait que les mêmes neurones ont déchargé une première fois et donc déchargent moins la seconde fois? Eh bien, pas du tout. Et une manière très simple de le voir ici, c'est de trier les essais en fonction
toujours en gardant l'image B constante, mais en fonction de l'image A qui précède, et l'image A elle-même, elle peut, suivant le neurone, faire décharger fortement le neurone ou pas. Ça dépend si l'image A est une image qui est bien codée par le neurone qu'on est en train d'enregistrer. Donc vous pouvez trier les essais en fonction du fait que l'image A est une bonne image pour ce neurone, et le fait décharger fortement, ou est une mauvaise image pour ce neurone, et le fait décharger faiblement. Mais vous voyez que ça n'a absolument aucun impact sur la décharge au moment où l'image B est présentée. Ce qui compte, c'est qu'elle soit prédite ou pas. Ce qui ne compte absolument pas, c'est ce qu'a fait le neurone dans les 100 millisecondes ou 500 millisecondes qui précèdent. Ça n'est pas une habituation. En tout cas, l'habituation a l'air de jouer un rôle tout à fait négligeable ici. Le neurone ne se fatigue pas. Ce n'est pas parce qu'il vient de décharger beaucoup qu'il va décharger plus faiblement la deuxième fois. Ce qui se passe, c'est que l'image B est ou n'est pas prédite par l'image A. Un dernier phénomène qui vaut la peine d'être mentionné, c'est que les chercheurs, après cette période d'enregistrement, rejouent des paires d'images, et cette fois-ci, ils vont les présenter soit comme au départ dans l'ordre A suivi de B, soit dans l'ordre inverse, B suivi de A. Alors, ils ne font pas beaucoup d'essais, c'est pour ça que ces courbes sont un petit peu bruitées. L'idée, c'est de ne pas faire désapprendre à l'animal ce qu'il sait déjà. Mais vous voyez qu'au cours de cette période d'enregistrement, on retrouve ce phénomène prédictif quand A est suivi de B, qui est l'ordre A'. Donc, les images appariées au cours de l'enregistrement conduisent à une réduction des décharges, contrairement aux images qui n'avaient pas été appariées durant l'apprentissage. Il n'y a aucun effet dans le sens inverse. Donc il y a vraiment un système qui a appris une contingence temporelle. A1 500 millisecondes avant conduit à B1 500 millisecondes plus tard, mais pas dans le sens inverse. Donc c'est une forme d'apprentissage qui a des contraintes particulières sur la temporalité. Donc on peut conclure de ces observations que le cortex inférotemporal, donc un cortex visuel de haut niveau, se comporte comme le cortex auditif dans les expériences de mismatch négativité. Ces décharges, et cette fois-ci au niveau neuronal, individuel, traduisent une anticipation du stimulus à venir et l'erreur de prédiction lorsque cette image survient. Alors, je voudrais, dans la deuxième partie de ce cours, vous présenter maintenant quelques travaux, une fois n'est pas coutume, issus du laboratoire, de mon laboratoire, et qui essayent d'aller un petit peu plus loin dans la modélisation de ces effets de prédiction. Parce que la théorie fristonienne, si on peut dire, de cette organisation en couches du cortex, avec des erreurs de prédiction qui se propagent, c'est une théorie mathématique, elle est élégante, mais elle ne dit pas grand-chose de la manière dont on peut implémenter ces calculs qui sont finalement assez compliqués, bayésiens. Le simple fait, par exemple, de dire que des neurones calculent une soustraction, qu'ils sont capables de faire la soustraction d'une prédiction et d'une entrée sensorielle. Une soustraction, ça n'est pas si évident que ça à programmer au niveau neuronal. Alors, avec Catherine Vacogne, dans le cadre de la thèse de Catherine, qui est en cours, et avec Jean-Pierre Changeux, nous sommes interrogés sur la possibilité de créer une implémentation au niveau du nerf cortical d'un petit système de prédiction bayésienne. Et c'est ceci que je voudrais vous montrer, qui est sous presse dans le Journal of Neuroscience. Notre idée, compatible avec celle de Friston, c'était qu'au sein d'une même aire corticale, dans les différentes couches de cortex, vont se situer tous les éléments indispensables pour du codage prédictif. Donc peut-être une petite colonne corticale est déjà un système de prédiction bayésienne. Donc nous avons simulé une situation où il y a deux entrées sensorielles possibles, A et B, qui correspondraient à deux sons différents. Et l'idée, c'est qu'au cœur de ce système dans le cortex, il va y avoir un système de prédiction qui va essayer en permanence de calculer quelle est la probabilité que le son A survienne ou que le son B survienne. La décharge de ces neurones va traduire la prédiction. Alors, il faut donc un système d'erreur de prédiction qui confronte la prédiction avec la réalité. Nous le réalisons ici au niveau des couches 4, de la couche 4 du cortex. Donc, l'hypothèse, c'est que les neurones à ce niveau codent pour le décalage entre la prédiction et la réalité, et l'implémentation de l'erreur de prédiction se fait par le biais d'interneurones inhibiteurs, puisqu'il faut transformer cette prédiction avec un signe moins ici pour qu'elle se soustrait des entrées. Donc il y a une hypothèse assez précise ici qui est que les neurones inhibiteurs dans cette couche jouent un rôle particulier dans la soustraction des erreurs de la prédiction pour calculer l'erreur. Alors c'est un signal d'erreur qui va remonter ensuite, et dans notre système, il remonte en direction des couches 2 et 3, où se situent ces neurones de codage de la prédiction, cette population prédictive, et ils vont permettre de corriger les prédictions qui sont faites à ce niveau. Comment cette correction va se faire ?
eh bien, il est nécessaire d'avoir une trace du passé pour prédire le présent. C'est l'hypothèse de ce modèle, c'est que nous utilisons le passé récent pour prédire quel va être le présent. Alors, dans le modèle, nous avons fait l'hypothèse qui est peut-être la plus simple possible, c'est qu'il existe des populations de neurones qui ont une certaine sélectivité à la fois pour le stimulus, A ou B, et pour le moment dans le temps, le moment dans le passé où ils se sont produits. Donc il suffit en quelque sorte d'envoyer l'activité neuronale qui s'est produite à ce niveau-là dans le passé, par exemple sous forme de ce qu'on appelle des synfire chains, c'est-à-dire des chaînes de neurones qui s'entraînent l'un l'autre, et qui donc propage une activité avec un certain délai temporel, mais on pourrait imaginer d'autres implémentations. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une population de neurones, d'autres modèles appellent ça un réservoir de neurones, qui a un codage de tous les délais possibles jusqu'à une certaine profondeur temporelle. Et donc, on va être capable de trouver ici des neurones qui codent pour la présence d'un stimulus A à 350 millisecondes dans le passé, par exemple. Et l'idée va être d'utiliser les connexions qui ensuite redescendent de ce réservoir de mémoire vers les neurones de prédiction. La mise au point de ces connexions par plasticité synaptique va permettre de calculer une prédiction sur un certain temps particulier et certaines séquences particulières de stimuli. Par exemple, la présence d'un A à 300 millisecondes prédit la présence d'un B maintenant. Il va donc falloir modifier ces poids synaptiques. Et là, l'apport crucial de Catherine Wacogne était de montrer qu'une règle tout à fait standard de plasticité synaptique, qu'on appelle Spike Timing Dependent Plasticity, c'est-à-dire la plasticité dépendant de la temporalité précise des décharges des neurones, modulée par des signaux apportés par les récepteurs NMDA du glutamate, qui serait ici, eh bien, cette règle implémente spontanément ce qui est nécessaire pour modifier l'activité de ces neurones et les faire s'adapter au fil du temps à une prédiction de plus en plus précise. On va voir comment ça marche dans un instant. Mais voilà donc les éléments clés du modèle. C'est un modèle qui est simulé sur ordinateur et qui constitue en quelque sorte une implémentation d'une approximation des équations impliquées par le codage bayésien. Alors voilà à quoi ressemblent au niveau neuronal les décharges de ce système. Donc c'est un système qui est simulé au niveau de neurones relativement réalistes, qui ont des connexions et des synapses avec des récepteurs de différents types, AMPA, NMDA, GABA, qui ont des décharges neuronales précises. Et vous voyez ici donc une entrée thalamique pour le stimulus A, qui est supposé être le standard dans le paradigme le plus banal où on répète A, 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 A. Et puis ensuite, vous avez l'entrée pour B ici, qui est le son déviant, 150 millisecondes plus tard. On voit que chacun de ces stimuli au niveau thalamique, évidemment, entraîne des décharges neuronales. Le stimulus A, qui est prédit, n'entraîne pas de décharge au niveau de la prédiction parce qu'au même instant, il est codé au niveau des neurones prédictifs ici, et la soustraction des deux s'annule. Et donc, vous voyez qu'on n'a pas de décharge neuronale particulière au niveau de l'erreur de prédiction. Il n'y a pas d'erreur de prédiction ici pour un stimulus qui est répété, qui est attendu. On voit aussi qu'à ce plus haut niveau, se propagent donc dans le temps, vers le passé, ces traces des A précédents. Et en fait, c'est comme ça que le réseau marche, c'est qu'il détecte qu'à un instant donné, il y a un patron d'activité dans ces neurones du passé qui permet de prédire le présent. Donc c'est ce patron d'activité ici qui est détecté au niveau synaptique, par un certain nombre de poids synaptiques, qui va permettre de prédire le présent. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque survient le stimulus déviant, celui qui n'est pas prédit? Décharge thalamique similaire, mais décharge d'erreur de prédiction forte, parce que à ce moment-là, c'était l'autre stimulus qui était prédit. Vous voyez peut-être ici, en grisé plus léger, qu'il y a une inhibition qui était là, juste au bon moment, pour annuler des entrées sensorielles qui étaient attendues pour A. Mais c'est le son B qui est survenu, donc il y a une forte décharge de ces neurones qui n'ont pas été annulés par cette inhibition, forte décharge de mise au point du modèle interne et propagation d'un signal dans la mémoire. Je pense que vous avez une petite idée de la manière dont fonctionne ce réseau. Maintenant, on va voir ses propriétés particulières. Et ce qui a été intéressant dans ce travail, c'est de montrer que pratiquement toutes les propriétés classiques de cette mismatch négativité, cette réponse à des stimuli auditifs inattendus, eh bien, toutes ces propriétés découlent de l'architecture de ce modèle. Alors, regardons-les une par une. La première propriété, c'est donc l'existence même d'une mismatch négativité. Donc, vous avez ici ce qui se passe pour un son standard, qui est présenté en rouge, dans un paradigme ici où il y aurait beaucoup de rouge et de temps en temps un rare bleu.
Vous voyez que les décharges sont importantes au niveau thalamique, elles sont moindres au niveau de l'erreur de prédiction, elles ne sont pas complètement nulles en moyenne, hein, mais il y a une forte prédiction qui est faite et les deux ont tendance à s'annuler. Il y a un signal inhibiteur. Donc ici, vous avez à la fois les taux de décharge qui sont présentés en histogramme et les courants synaptiques qui sont représentés sous forme de courbes. Et on voit bien qu'il y a une courbe d'inhibition ici, qui est en pointillé, qui a son pic précisément au moment où on doit annuler ces entrées sensorielles. Donc les deux vont s'annuler. Maintenant, réponse à un déviant, décharge beaucoup plus forte au niveau de l'erreur de prédiction et montée par le biais de ces décharges de courants synaptiques, NMDA, dépendants, qui vont arriver sur les neurones de la population prédictive ici, qui va s'ajuster. On voit que ces décharges elles-mêmes vont s'ajuster. Donc au niveau des décharges, vous avez une décharge beaucoup plus grande pour un stimulus non prédit que pour un stimulus prédit, exactement ce qu'on vient de voir au niveau empirique. Au niveau des courants synaptiques, vous avez ces courants synaptiques très lents, induits par le récepteur NMDA du glutamate et qui ont donc cette lenteur tout à fait caractéristique qui reproduit la mismatch négativité. Et donc, lorsqu'on fait la soustraction des deux événements, vous avez le même stimulus sensoriel qui a été présenté, mais il était ou il n'était pas prédit, eh bien la différence des deux va surtout se traduire par cette très longue réponse au niveau des couches supérieures du cortex. Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'il commence à faire des prédictions précises sur la différenciation des signaux des différentes couches du cortex et l'origine de certains phénomènes qui, pour l'instant, étaient vus de façon globale, comme la mismatch négativité, qui sont typiquement vus à travers des électrodes au niveau du scalp chez l'homme. Alors, il n'y a pas beaucoup d'expériences chez l'animal encore, il faudrait en faire plus, c'est des paradigmes tellement simples. Mais il y a quand même un papier de Javid en 1996 qui avait regardé, avec des électrodes transcorticales chez l'animal, les sources de ces effets de mismatch négativité. Et on voit effectivement que c'est assez plausible qu'il y ait une origine dans les couches supragranulaires de ces signaux de mismatch, avec une très grande lenteur caractéristique de la mismatch négativité. Je remercie Catherine Vacogne de m'avoir prêté ces diapositives qui correspondent à son travail de thèse. Alors, troisième phénomène intéressant ici, les chercheurs ont manipulé la probabilité d'un déviant. Voyez, on peut dire il va y avoir 10% de déviants, 20% de déviants, 30% de déviants. Et évidemment, plus la probabilité d'un déviant est grande, plus finalement il lui devient attendu. Eh bien, le modèle reproduit cet effet classique qui est que la mismatch négativité est d'autant plus grande que la probabilité du déviant est faible, que le déviant est rare. Donc plus la surprise est grande parce que le stimulus est rare, plus la mismatch négativité est importante ici. Ça correspond simplement au fait que le système code les probabilités de transition entre les sons. Ici, vous avez les données expérimentales correspondantes, qui sont un article de Sato et collaborateurs, qui a manipulé donc 5, 10, 20 ou 30% de probabilité de déviance. Vous voyez que plus la probabilité est faible, plus l'effet de déviance est important ici. Il est surprenant de voir que des choses aussi simples, finalement, on n'a pas énormément de données sur ce type de paradigme. Hein. Et en particulier, ce serait, il me semble, très intéressant de regarder d'un point de vue quantitatif comment se comportent ces réponses et si c'est, par exemple, précisément la probabilité qui est codée par les décharges des neurones ou peut-être le log de la probabilité, comme on pourrait le penser dans le modèle bayésien. Je pense qu'on n'a pas pour l'instant la réponse à cette question quantitative très simple. Autre chose que je voulais vous montrer pour bien conceptualiser ce que fait un tel modèle. Ce que fait un tel modèle, c'est qu'il prend les statistiques de transition de probabilité dans le monde extérieur. Il y avait un son au temps t tôt, est-ce qu'il va y en avoir un au temps t, et il les traduit, ces probabilités de transition, en poids synaptiques codés en dur dans le réseau neuronal correspondant. Donc ici, dans cette diapositive, on a voulu faire apparaître ce fait qui est quand même très intéressant, que les statistiques de transition dans l'entrée se traduisent par les poids synaptiques, si on est capable d'identifier évidemment les synapses pertinentes et de les mettre en ordre, comme on l'a fait pour vous ici. Vous voyez qu'il y a un parallèle entre statistiques de transition de probabilité et poids synaptiques. Pour rentrer un tout petit peu dans le détail ici, donc par exemple dans cette matrice, on vous a mis la probabilité qu'il y ait un son A au temps t, sachant qu'il y a eu un son A au temps t moins dt. Vous avez ici tous les décalages temporels, et donc vous voyez que dans un paradigme où il y a un son A tous les 150 millisecondes, eh bien évidemment, tous les 150 millisecondes et 300 millisecondes, il y a une probabilité de transition élevée. Et les 4 lignes correspondent à cette manipulation de 5, 10, 20 ou 30% de déviants. Donc
plus les déviants sont rares, 5% ici, plus la probabilité d'avoir un A après un A est élevée, ce qui est codé en noir foncé ici. Vous voyez qu'au niveau des synapses des neurones correspondants, de la mémoire du passé de A versus le présent de A, si on isole ces synapses-là et qu'on les met dans le bon ordre en fonction du temps, évidemment elles peuvent être mélangées dans le cortex, mais nous, au niveau de la simulation, nous savons les ordonner, eh bien, vous voyez qu'on retrouve dans ces poids synaptiques ces probabilités de transition. Donc le système utilise les probabilités de transition pour prédire le présent. Même chose, la probabilité d'avoir un B, sachant qu'on a eu un A, bien évidemment, plus la proportion de déviants augmente, plus cette probabilité devient non négligeable. Ici, elle est donc de 30%, d'avoir un B après un A. Elle n'est pas aussi forte que celle d'avoir un A, mais elle devient non négligeable. Et vous voyez que les synapses dans le modèle commencent à coder ces probabilités de transition. On arrive donc à une hypothèse extrêmement simple de correspondance entre la structure et la fonction ici. Si on était capable de voir la structure fine des poids des connexions chez un animal qui a appris une certaine séquence temporelle, eh bien on retrouverait imprimé le codage des probabilités de transition. Il y a aussi une autre hypothèse qui est faite, qui peut être juste ou peut-être fausse, c'est que la mismatch négativité ne reflète que les probabilités de transition avec une certaine fenêtre temporelle. Voyez. Si on regarde la matrice de probabilité de connexion, on peut en déduire quelle est la probabilité d'avoir un certain son à un instant donné. Eh bien, la mismatch négativité va refléter cette probabilité directement. Donc ça, ce sont des hypothèses du modèle. Je reviendrai à un test empirique dans quelques minutes. Que puis-je vous montrer d'autre? Eh bien, ce test clé, est-ce qu'il s'agit d'habituation ou il s'agit de prédiction? Le test clé, c'est de faire alterner des sons. La règle, cette fois-ci, ça n'est pas la répétition, mais c'est l'alternance. Donc l'organisme apprend qu'après un A, il y a un B, après un B, il y a un A, après un A, il y a un B, etc. Alternance de AB, AB, AB. Et la surprise, c'est cette fois-ci d'avoir une répétition inattendue. Eh bien, le modèle passe le test. Vous voyez qu'ici, on a la réponse à ce qui est attendu, c'est-à-dire la transition de A vers B, et une réponse B qui est faible. Et ici, la réponse au stimulus inattendu, qui est la répétition de 2 fois A suivi de A. Vous voyez que la deuxième réponse est beaucoup plus intense. Il y a génération de courant beaucoup plus élevé et une différence entre les deux conditions qui se traduit par une mismatch négativité. Donc on peut avoir une mismatch négativité à la répétition lorsque c'est l'alternance qui est attendue dans le modèle. Et je vous ai montré tout à l'heure que c'était le cas dans les données expérimentales aussi. La mismatch à l'omission, qui est ce deuxième critère très important pour montrer qu'il s'agit bien d'un système prédictif. Eh bien, pardon, je suis allé un peu vite. Ici, on simule l'omission. Donc vous avez un réseau qui s'attend à avoir A suivi de B. La règle, si on peut dire, c'est A va être suivi de B. Lorsqu'on lui présente l'entrée à B, je viens de vous le montrer, la réponse au B est très atténuée. Lorsque la règle est à B, mais qu'on lui présente que le stimulus A, donc vous voyez ici en entrée, il n'y a que A, il n'y a pas B du tout, eh bien, notre réseau va générer une réponse interne à un stimulus B qui l'attendait et qui n'est pas survenu. Et il va y avoir une erreur visible dans les courants ici, pas forcément dans les taux de décharge, qui va refléter le fait qu'il y avait une prédiction d'un B qui n'est pas survenu. Et comme contrôle, vous pouvez présenter A tout seul, mais dans une situation où le réseau a été entraîné avec des A isolés, donc il n'y a pas d'attente de B, vous voyez qu'il n'y a absolument pas cette deuxième réponse ici. Donc nous avons effectivement un réseau qui génère des réponses à l'omission d'un stimulus qui est attendu. C'est bien parce qu'il a un modèle interne des transitions de probabilité construit sur la base de ce qu'il a entendu par le passé. Donc tous ces phénomènes qui sont finalement des marqueurs tout à fait classiques, caractéristiques de la mismatch négativité, sont capturés par un modèle simple de cette manière-là. Alors pour terminer, quelques tests empiriques de cette notion de codage prédictif auquel nous sommes arrivés sur la base de cette réflexion sur le modèle théorique. Première idée, est-ce qu'on peut vraiment totalement éliminer cette hypothèse d'une adaptation? Eh bien, ça n'est pas si facile parce qu'on trouve dans la littérature des champions de cette hypothèse d'une simple adaptation passive du système, sans prédiction, qui vous proposent parfois des hypothèses un peu tirées par les cheveux, mais du coup difficiles à réfuter. Par exemple, peut-être qu'il y a des neurones qui s'habituent à la transition de A vers B, n'est-ce pas? S'il y avait un neurone qui codait pour A suivi de B, il se pourrait qu'il s'habitue et que cela rende compte des observations que je viens de vous présenter. Alors, est-ce qu'on peut réfuter cette idée-là? Eh bien, Catherine a conçu un test extrêmement simple qui vise à séparer encore mieux l'hypothèse d'adaptation de l'hypothèse de prédiction.
Et on va voir que ça fonctionne extrêmement bien. L'idée, c'est très simple, c'est d'habituer l'organisme à des paires A suivies de B, donc ce sont des notes de musique de fréquences différentes, séparées par 200 millisecondes. Donc pendant une certaine phase d'apprentissage, vous n'entendez que ces paires, A suivi de B, un silence, A suivi de B. Et puis ensuite, vous entendez encore 70% de ces paires fréquentes, A suivi de B, mais également 10% de A suivi de A, 10% de B suivi de B et 10% de B suivi de A. Alors le modèle fait des prédictions très, très particulières ici. Les prédictions sont les suivantes et vous verrez qu'elles discriminent radicalement le modèle d'habituation du modèle de prédiction. Donc, le modèle d'habituation est à gauche, le modèle de prédiction est au milieu et on mettra les données dans la colonne de droite. Si vous présentez A suivi de B, le modèle d'habituation à chaque note individuelle devrait prédire que, et il n'y a pas beaucoup d'habituation ici, il y en a beaucoup plus pour A suivi de A. Le modèle de codage prédictif, par contre, prédit exactement l'inverse. Il prédit que c'est AB qui est la paire fréquente et que AA est la situation rare qui conduit à une erreur de prédiction. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cas B suivi de B ou B suivi de A, eh bien, le modèle prédictif ne prédit rien de particulier. Il y a 50% de chances d'avoir un B et 50% de chances d'avoir un A, donc il est entre les deux ici, alors que le modèle d'habituation, là encore, prédit une grande adaptation pour B suivi de B, peu d'adaptation pour B suivi de A. Ça, c'est un modèle d'adaptation strictement fondé sur les notes individuelles. Maintenant, si vous aviez une adaptation à A suivi de B, tout entier, des neurones qui codent pour cette paire particulière, alors vous pourriez faire exactement la même prédiction que ce qui est fait ici. Donc c'est ennuyeux. Alors Catherine a trouvé une astuce, c'est que vous voyez que ces paires ici sont séparées de 10 à 20 secondes. Donc c'est une expérience de nature un peu différente de celles qui ont été faites par le passé. Vous avez de très rares paires qui sont présentées avec un intervalle très court, 200 millisecondes entre le A et le B, et ensuite un intervalle très long d'une paire à l'autre. Alors s'il y avait adaptation, s'il y avait un neurone qui était capable de s'habituer à tout cet objet tout entier, eh bien, on peut penser qu'il aurait récupéré de son adaptation au bout de 10 à 20 secondes. Il n'y a pratiquement pas de modèle physiologique qui suggère une adaptation aussi longue que 10 à 20 secondes d'adaptation. Donc, on essaye de réfuter cette hypothèse d'adaptation en introduisant un délai extrêmement long et en mettant en conflit l'adaptation locale, qui devrait prédire que la réponse à A, un deuxième A, est plus faible qu'au premier, versus une habituation globale qui est éteinte depuis longtemps parce que le dernier stimulus s'est produit il y a 10 ou 20 secondes. Bon, voilà les subtilités un petit peu de cette expérience, mais les résultats sont extrêmement simples. L'expérience d'ailleurs marche pratiquement chez chacun des sujets qui sont testés. Donc vous avez ici un sujet individuel et ici le groupe, et ici simplement les moyennes des réponses de mismatch observées. Vous voyez que les données se conforment assez fortement au modèle de codage prédictif, et en particulier il y a donc une réduction de la réponse au deuxième stimulus, une réponse beaucoup plus grande, donc ça c'est A suivi de B, la courbe en bleu ici, une réponse beaucoup plus grande pour A suivi de A, et des réponses intermédiaires et non discriminées pour B suivi de A et pour B suivi de B. Et en particulier, cette condition, donc B suivi de A ou B suivi de B, nous permet de tester est-ce qu'il y a une adaptation en l'absence de prédiction. Il y a une prédiction qui est strictement neutre. Après un B, je ne sais pas si je dois m'attendre à un A ou un B, puisque les deux sont équiprobables. Eh bien, le modèle traite ces réponses comme équiprobables et ne s'adapte pas à la répétition d'un stimulus. Dernier point empirique, puis je m'arrêterai. Vous vous souvenez que dans l'hypothèse de Carl Friston, ça n'est pas un système prédictif qui existe, c'est une hiérarchie de systèmes prédictifs. Alors le modèle qu'on vient de voir présente de nombreuses limites, mais l'une d'entre elles, c'est qu'il s'agit d'un modèle d'une petite région du cortex qui, à elle toute seule, arrive à faire des prédictions du passé sur le présent. Mais on reste à l'intérieur d'un code bien particulier, que le code, par exemple, des fréquences des sons. Et l'hypothèse que nous faisons, c'est qu'un petit morceau de cortex, à lui tout seul, par le biais de son organisation en couches et de ses connexions internes, est capable de générer un mini-codage prédictif. Mais le cadre du codage prédictif plus général qui nous est proposé par Carl Friston, c'est celui d'un système hiérarchique dans lequel toute une série d'étapes de traitement cortical, chacune, génère des prédictions. Est-ce qu'on peut commencer à tester cette notion d'un codage hiérarchique? Il s'agirait donc de montrer qu'au sein
des réponses au même stimulus, on peut montrer que différentes régions du cortex répondent à des régularités de niveaux différents et à des signaux d'erreur de prédiction de niveaux différents. Il s'agirait de commencer à mesurer cet échange très dense de signaux d'erreur de prédiction qui sont générés à chacun des niveaux successifs de traitement dans le cortex. Eh bien, je dois dire que la littérature sur ce sujet n'est pas encore très grande. Je pense qu'elle va le devenir très rapidement dans les années à venir, parce que les idées de codage prédictif sont vraiment très prégnantes en ce moment. Mais nous avons au laboratoire un test qu'on appelle le test du local global qui répond assez bien à ces critères. Et tout récemment, donc, il y a eu un premier papier avec Tristan Bekenstein en 2009 et maintenant un nouveau avec Catherine Wacogne. Nous pouvons montrer qu'il y a une forme de codage prédictif à 2 niveaux successifs dans ce paradigme. Alors, je voudrais juste l'expliquer en conclusion, ce n'est pas très compliqué. Mais imaginez que vous êtes dans cette situation donc, où vous entendez 5 sons successifs, et ces 5 sons sont identiques. Puis il y a un silence, et à nouveau 5 sons identiques. Donc la règle, extrêmement simple, c'est le son A est suivi du son A est suivi du son A 5 fois de suite. Si, à de rares moments, on vous présente un 5e son qui est différent des 4 précédents, 20% du temps, bien entendu, vous allez avoir une mismatch négativité, une réponse à cette anticipation qui est violée par le 5e son. Donc on observe très facilement dans ces conditions expérimentales une très forte mismatch négativité. L'idée nouvelle qui est émergée donc de cette réflexion avec Lionel Nakache et Tristan Bekenstein, c'était de se demander qu'est-ce qui va se passer si la séquence tout entière devient prévisible. Donc imaginez maintenant que vous êtes presque exactement dans la même situation, mais on vous habitue à entendre 4 sons suivis d'un dernier qui est différent. On appelait ça la règle XY. Ici, vous avez X, 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 et le dernier, vous savez qu'il va être différent. Est-ce que le système est capable d'apprendre cette règle, en quelque sorte, et est-ce qu'il va être surpris, du coup, d'entendre 5 sons identiques? Ou bien est-ce qu'il va continuer d'être surpris par le 5e son qui est différent? Eh bien, par cette très simple manipulation, on arrive à montrer qu'il y a au moins 2 niveaux hiérarchiques de traitement qui interviennent ici. La première observation, c'est qu'on continue d'observer la mismatch négativité dans cette situation. Et ça n'est pas trivial. Ça veut dire quelque part que la mismatch négativité reflète effectivement, et conformément au petit modèle que je viens de vous présenter, un système de prédiction local et aveugle. La mismatch négativité est aveugle à la régularité de plus haut niveau, qui est que le 5e son est en fait prévisible. Elle ne voit que les probabilités de transition, et donc au niveau des probabilités de transition, effectivement, celui-ci est rare. Mais quelque part, il est globalement prévisible. Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il existe une deuxième réponse qui se traduit au niveau du scalp par une P300, P3B, qui est un événement en potentiel évoqué tout à fait classique, très global, au niveau positif au niveau du sommet du scalp. Et cette P3B, qui est un petit peu plus tardive, qui vient entre 300 et 500 millisecondes, eh bien, elle disparaît en réponse à ce stimulus-là, et elle apparaît en réponse à ce stimulus qui est monotone. Et ça, c'est absolument remarquable de penser qu'un stimulus qui est strictement monotone, simplement parce qu'il dévide nos prédictions, est capable de générer une réponse de nouveauté. C'est le fait qu'on s'attende à ce que le 5e soit différent qui fait que celui-ci va maintenant générer un signal d'erreur. Mais maintenant, donc, dans la même expérience, on a 2 signaux d'erreur. On a le signal d'erreur local, qui est la mismatch négativité, et puis on a le signal d'erreur global, qui est associé à cette P300. Alors, dans le papier avec Tristan Bekenstein, on montre en particulier que la deuxième réponse, mais pas la première, elle est d'être dépendante de la conscience du sujet. Si vous distrayez le sujet, c'est une observation qui est tout à fait classique et ancienne, la mismatch négativité a tendance à être préservée. Elle est peut-être légèrement atténuée, mais elle ne disparaît pas. Donc votre cortex auditif, à lui tout seul, continue de générer des signaux d'erreur, même lorsque vous prêtez attention tout à fait à autre chose. Par contre, la réponse globale de type P300 a tendance à disparaître lorsque le sujet est distrait, elle a tendance à disparaître lorsqu'il fait autre chose, elle a tendance à disparaître lorsqu'il n'est pas conscient de la règle, donc s'il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait une règle, on ne voit pas de P300, et elle disparaît chez les patients atteints de troubles de la conscience en état végétatif ou dans le coma, dans une très large mesure. Il y a encore un débat pour savoir s'il pourrait rester une fraction de cette réponse, mais disons pour simplifier, et c'est le cas dans les données de Tristan Bekenstein, qu'il y a une disparition de la deuxième réponse et une très large préservation de la première réponse
dans les patients qui ont des troubles de la conscience. Donc c'est intéressant de penser qu'il y a vraiment deux niveaux de prédiction et que le deuxième est plus largement dépendant de la conscience. Maintenant, pour terminer, je voudrais mentionner un aspect un peu particulier de cette situation donc, où la règle, c'est que le dernier doit changer. Dans cette situation, s'il y a vraiment une hiérarchie de prédiction, eh bien, on s'attend à quelque chose de particulier que nous avons testé récemment dans le paradigme d'omission. Et donc ça, c'est le tout nouvel article de Catherine Vacogne, Étienne Labitte et moi-même, avec Lionel Nakache, Tristan Beckenstein, sur l'utilisation de la magnétoencéphalographie pour regarder ce qui se passe dans les omissions de ces signaux. Alors réfléchissons ensemble à ce qui pourrait se passer. Donc, vous êtes habitué à cette règle qui est qu'il y a 4 sons identiques et le dernier est différent. Qu'est-ce que votre cerveau a internalisé? Votre cerveau a internalisé qu'il y a une surprise, ça crée une mismatch négativité, mais que ce n'est pas une surprise qu'il y ait une surprise, puisque vous savez que le dernier va être différent. Donc votre cerveau à bas niveau continue de générer un signal de surprise, mais à plus haut niveau, il y a quelque chose qui dit que cette surprise n'est pas inattendue. Donc là, et inversement, comme je vous l'ai dit, la surprise, c'est qu'il n'y ait pas de surprise. Donc vous générez un signal de P300 lorsque le dernier son, contrairement à ce que vous attendiez, est monotone et conforme aux attentes précédentes. Donc l'idée dans le modèle hiérarchique, c'est que l'erreur locale qui est générée au niveau 1 est elle-même prédite et en quelque sorte effacée par une prédiction de plus haut niveau. On ne prête plus attention au fait qu'il y a un signal d'erreur qui est généré à ce niveau-ci. Comment ça pourrait se passer et comment l'enregistrer? Notre idée très simple, c'est de dire si on omet le dernier stimulus, on va peut-être voir purement ces signaux prédictifs et donc être capable de voir qu'il y a en fait 2 signaux prédictifs successifs. Là, il y a une idée très générale que je pense a un grand intérêt pour les expériences futures. C'est si on a raison, donc les décharges neuronales traduisent la différence entre l'entrée sensorielle et la prédiction, eh bien le paradigme de l'omission est un paradigme optimal pour révéler la prédiction. Si on veut étudier les signaux prédictifs dans le cortex, le paradigme d'omission va nous donner une situation où sans entrée sensorielle, on ne voit que la prédiction. Et on va donc pouvoir l'étudier. Alors ici, c'est ce qu'on a fait. Donc, j'essaye de vous créer une image mentale de ce qui peut se produire dans le cerveau d'une personne soumise à ce paradigme. Vous avez 5 stimuli dont le dernier a une caractéristique différente, de fréquence par exemple. La prédiction à bas niveau, à l'intérieur du petit modèle par exemple que je vous ai présenté, au niveau d'une aire cérébrale auditive, ça va être qu'il y a des transitions de probabilité, le A est suivi du A, est suivi du A, est suivi du A, et ici on fait la mauvaise prédiction, ce qui se traduit par une erreur de prédiction quand le stimulus B survient. Maintenant, à un deuxième niveau, c'est cette entrée-là qui est envoyée au niveau supérieur du système. Et au niveau supérieur du système, on est capable d'utiliser le contexte global pour faire la prédiction que la séquence, c'est effectivement 4 sons identiques suivis d'un son différent. Et donc, l'erreur de prédiction, ici, va disparaître. Ça veut dire que si vous regardez les prédictions, il y a eu une première prédiction de ce type et une deuxième de ce type-là. Et maintenant, si on omet le dernier stimulus, eh bien, on devrait être capable de voir la différence de cette prédiction-là, mais aussi la différence liée à cette prédiction de l'erreur, une prédiction d'un deuxième niveau. Donc on arrive à une idée très simple, c'est que l'effet d'omission, le fait d'enlever le dernier son, devrait créer un potentiel évoqué 2 fois plus grand lorsqu'on est dans le bloc XY que lorsqu'on est dans le bloc XX. Dans le bloc XX, vous n'avez que cette prédiction-là. Dans le bloc XY, pour que le cerveau soit à l'équilibre, et compris ses entrées, il faut qu'il y ait cette deuxième prédiction ici, puisqu'il y a forcément la première. J'espère que tout ça n'est pas trop confus. Je vais passer simplement un petit peu vite pour vous dire que c'est exactement ce qu'on a observé. C'est-à-dire que maintenant, vous faites donc écouter, peut-être je vous montre le design en 1 seconde, on fait écouter 5 sons identiques dans un bloc donné, ça c'est la règle 5x. Dans un autre bloc, on fait écouter 4 sons identiques suivis d'un son différent. Et dans les 2 cas, on va avoir soit des sons réguliers, donc par exemple ici 75% de sons 4 identiques indifférents, 15% de sons déviants où le 5e son était remplacé par le mauvais, mais aussi 10% d'omissions. Et on va s'intéresser à ces omissions donc, qui sont présentes dans les 2 blocs ici, et on va les comparer à un bloc où l'omission est ce qui est attendu. Donc il n'y a que toujours 4 sons et l'omission est strictement attendue. Eh bien, on observe effectivement que le cerveau génère une 5e réponse alors qu'il n'y a que 4 sons dans ces essais d'omission. Vous voyez, si vous comptez ici les réponses, vous allez voir qu'il y a une 5e réponse, on la voit en petit, peut-être on la voit en plus grande ici, alors qu'il n'y a que 4 sons qui sont présentés. Lorsque le cerveau s'attend à un 5e, il génère une réponse de prédiction,
Et cette réponse de prédiction est plus grande lorsqu'on s'attend à un son différent que lorsqu'on s'attend à un son identique. Et ceci est exactement ce qui est prédit par un modèle hiérarchique à 2 niveaux de prédiction successives. On peut regarder ces effets au niveau des sources corticales, et vous retrouverez cette figure sur le cours et aussi dans l'article de PNAS. Mais si vous regardez attentivement, vous voyez qu'on observe ici au niveau du cortex temporal supérieur ces réponses précoces, automatiques de mismatch, donc parce qu'on a attendu le mauvais son, et ensuite cette réponse soutenue qui est une réponse à la nouveauté au sens global. Donc vous avez la réponse locale et la réponse globale. Très intéressant de voir que des régions du cortex préfrontal, notamment le cortex précentral ici, eh bien, ont uniquement la réponse globale et pas la réponse locale. Donc ils sont capables de prendre en compte le contexte général et non pas seulement la réponse locale de déviance. Et finalement, en rose, vous avez ce qui se passe lors de l'omission. Et lors de l'omission, on a les 2 réponses simultanément. On a à la fois le cortex précoce et aussi la réponse tardive qui se mettent en place lorsqu'il y a omission d'une réponse attendue. Et cette décharge à l'omission est plus importante dans le cortex auditif, dans la situation où c'est un changement de stimulus qui était attendu, c'est la courbe en rose foncé ici, que lorsque ça correspond à un changement d'un son qui était dans le cas où la règle était 5 sons identiques. Voilà, je conclus. Je pense qu'on est rentré un petit peu dans le détail ici de subtilité, mais je pense qu'on peut prendre un peu de recul et conclure donc, sur cette notion d'un cerveau bayésien. Au fil des 7 cours de cette année, nous avons vu qu'au niveau du comportement d'abord, le comportement humain suggère que les adultes et les enfants possèdent une vaste capacité d'inférence statistique à de multiples niveaux. Dans la perception, comme on l'a vu aujourd'hui, il y a des anticipations, l'internalisation d'un modèle statistique des entrées, mais aussi dans l'action, dans l'apprentissage du lexique. Souvenez-vous des cours du début où nous avons vu qu'un enfant qui apprend un mot nouveau fait une inférence sur l'extension de ce mot. Dans la causalité, la perception de la causalité, nous allons en reparler dans un instant avec l'exposé de Laura Schulz dans le séminaire. L'architecture du cortex, nous avons vu ça dans les 2 derniers cours, l'architecture du cortex pourrait s'expliquer par la réplication à plusieurs niveaux différents d'un circuit neuronal bayésien. C'est la proposition qui est faite et qui est très importante, c'est que pour la première fois, on commence à avoir une idée de la raison pour laquelle il y a une sorte de module d'organisation corticale en couche et il pourrait y avoir donc une sorte de calcul minimal qui est répliqué en différents endroits du système parce que chacun de ces endroits, avec un code un petit peu différent, essaye de tirer des inférences bayésiennes successives des entrées sensorielles. Et au passage, ce modèle expliquerait un certain nombre de concepts fondamentaux en sciences cognitives, certaines des questions, je dirais, les plus pressantes en sciences cognitives. Il commence à apporter un élément de réponse au problème de l'induction de règles abstraites. Comment fait le cerveau pour induire des règles, parfois de très très haut niveau, on l'a vu dans l'apprentissage du lexique ou de la causalité, à partir des entrées sensorielles qu'il reçoit, mais aussi le problème de la détection des erreurs, nous venons de voir aujourd'hui, et de la réaction de surprise. Je pense que nous allons vers une modélisation mathématique, quantitative fine de ce que c'est qu'une réponse de surprise. Et nous reprendrons cette question l'an prochain dans le cadre de la modélisation des compétences des enfants et de l'apprentissage précoce. Je n'ai pas eu le temps de traiter intégralement tous ces aspects du cerveau bayésien cette année. L'an prochain, je reprendrai ces questions en m'intéressant particulièrement au cerveau de l'enfant et du très jeune enfant, en regardant finement la réaction de surprise de l'enfant. Vous savez que c'est utilisé comme méthode principale pour mesurer les compétences de l'enfant. Et nous verrons que la réaction de surprise de l'enfant, un petit peu comme on l'a vu dans le cours d'aujourd'hui, correspond à une réponse quantitative d'un système qui a généré des prédictions et qui est capable de détecter la différence entre ces prédictions et ce qu'il a reçu du monde extérieur et d'ajuster son modèle interne sur la base de cette différence. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à l'an prochain pour la suite de ce cours, mais je vous donne aussi rendez-vous dans 15 minutes, puisque l'exposé de Laura Schulz, qui est mon invité d'aujourd'hui, porte directement sur la manière dont les tout-petits-enfants, dans la première ou dans la deuxième année de vie, arrivent à tirer des inférences hiérarchiques jusqu'à un niveau de perception de la causalité très élevé. Et je vous remercie encore de votre attention.